Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, un cessez-le-feu a été proclamé en Libye, annoncé séparément ce vendredi par les deux autorités rivales libyennes. Cette cessation des combats est accompagnée par la promesse d'élections, élections sur lesquelles les deux factions restent toutefois en désaccord. Au Sénégal, le gouvernement entreprend de faciliter l'accès au logement. Pour ce faire, 100 000 logements seront construits, mais aussi des dispositifs d'accompagnement des familles dans l'acquisition de biens fonciers afin de garantir un logement au plus grand nombre. Et coup de projecteur sur la marque béninoise MD, fondée par Michel Roland Deguénon. Cette marque de chaussures et de sacs met en valeur le canvo, un pagne tissé fabriqué localement. Mais tout d'abord, une délégation de la CEDEAO est arrivée ce samedi au Mali. Si au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la démission forcée de l'ancien président malien fait débat. Sa délégation, menée par l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan, s'est notamment entretenue avec la junte militaire sur son sort et a dans le même temps pu rencontrer l'ancien chef de l'État malien Ibrahim Boubacar Keïta. Des discussions qui ont laissé plusieurs membres de l'instance plutôt optimistes sur une sortie de crise. Vers une sortie de crise en Libye, le gouvernement d'union nationale et le parlement élu de Tobrouk, soutien du maréchal Khalifa Haftar, ont annoncé ce vendredi un cessez-le-feu immédiat. Mais entre les deux autorités rivales qui se déchirent le pouvoir dans le pays depuis 2014, quelques divergences quant à la démilitarisation, mais aussi les élections promises subsistent. Nathalie Mo. Des élections présidentielles et législatives pourraient se tenir en Libye en mars 2021. L'annonce a été lancée à la faveur d'un accord de cessez-le-feu entre le gouvernement d'union nationale et le parlement rival de Tobrouk ce 21 août 2020. Les deux partis et leurs soutiens étrangers se sont mobilisés autour de la ville centrale de Sirte alors qu'il est noté une accalmie dans les combats ces dernières semaines. Les prochaines semaines va nous montrer vraiment la validité de cette arrêt des hostilités et on va voir si ça va tenir. Mais les tiraillements sont tellement forts et surtout il y a une pression sur la population, il y a une espèce de désespoir. Les annonces simultanées des deux parties rivales font briller une lueur de désescalade militaire en Libye. Cependant, l'optimisme reste limité au vu de l'échec des nombreux efforts de trêve durable dans le pays depuis sa division d'Est en Ouest en 2014. Évidemment, personne ne peut parier sur véritablement la longueur de la trêve. On sait que tout est fragile en Libye. Je pense que les acteurs et surtout l'intervention de ces groupes armés qui aussi ont appris à faire la loi et à exercer de la violence. La trêve, on ne peut jamais parier sur sa durée. Le cessez-le-feu décrété par le gouvernement d'union nationale et le Parlement de l'Est a été salué par tous les pays voisins de la Libye, ainsi que l'organisation de la Ligue arabe. Rappelons que l'implication internationale a souvent fait basculer le cours du conflit libyen depuis 2011. Un soutien pour une solution politique au conflit, pourtant émaillé de nombreuses violations de l'embargo sur les armes imposé en Libye, selon les Nations Unies. Le président ivoirien Alassane Ouattara, officiellement investi candidat par son parti pour l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, réuni sous la bannière du RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Des milliers de partisans sont venus acclamer leur candidat au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan ce samedi. Une véritable démonstration de force en vue de l'élection présidentielle d'octobre prochain. Reportage de notre correspondant à Abidjan, Olivier Conan. Le président Alassane Ouattara, investi candidat du RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, ce 22 août à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Devant des milliers de partisans réunis au stade de Félix Houphouët-Boigny, le chef de l'État ivoirien a expliqué les raisons de sa candidature. Il a demandé aux militants de se mobiliser pour la victoire au scrutin présidentiel. Depuis 2011, nous avons changé le visage de nos villes et de nos villages.
Sur la période 2012-2019, nous avons permis à plus de 5 millions de nos compatriotes d'avoir accès aux soins de santé grâce à la construction de centres de santé de proximité et d'hôpitaux généraux. Sur la même période, ce sont plus de 6 millions d'Ivoiriens qui ont désormais de l'eau potable. Et d'ici la fin de l'année, tous les villages de plus de 500 habitants auront accès à l'électricité. Qui dit mieux? Le chef de l'État sortant a expliqué à la foule que les acquis de sa gestion pendant les 10 ans passés au pouvoir doivent être préservés. Il promet de continuer à réaliser des progrès pour la prospérité de la Côte d'Ivoire. Dans ce programme de société, nous mettons l'accent sur la paix, sur la stabilité des institutions, sur la cohésion sociale, sur le rayonnement de notre pays. Oui, sur les jeunes, sur les femmes, sur le monde agricole. En rappel, c'est le 6 août 2020 que le chef de l'État ivoirien a accepté la demande de son parti d'être candidat à l'élection présidentielle pour un troisième mandat après le décès le 8 juin 2020 du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. A noter que l'opposition ivoirienne manifeste depuis lors contre la candidature du président Ouattara, dont l'investiture marque le début de la mobilisation en vue de la victoire le 31 octobre 2020. Et la colère des opposants à la candidature à un troisième mandat du chef de l'État ivoirien ne désemplit pas, alors que ce dernier se faisait investir candidat à Abidjan ce samedi dans plusieurs villes de l'intérieur du pays, à l'instar de Divo ou Bonois. Des manifestants bravaient l'interdiction concernant les rassemblements publics pour exprimer leur mécontentement, des rassemblements qui se sont soldés par des violences. Des violences, mais sous forme d'intimidation à l'encontre du docteur Denis Mukwege, inquiètent les autorités en République démocratique du Congo. L'homme qui répare les femmes, prix Nobel de la paix, fait en effet l'objet de menaces de mort. Pour garantir la sécurité du docteur Mukwege, le président Félix Tshisekedi a demandé à son gouvernement d'ouvrir une enquête sur les menaces de mort à son encontre, des menaces basées sur le plaidoyer du chirurgien en faveur de la paix dans l'est du pays. Doter chaque famille, quels que soient ses revenus, d'un logement décent à un coût accessible. Au Sénégal, c'est l'objectif que s'est donné le gouvernement. Étalé sur 5 ans, cette volonté des autorités passe par la construction de 100 000 logements, mais également l'accompagnement des familles à la propriété foncière. Philomène Tine. Dans le but de mettre en œuvre le programme des 100 000 logements en 5 ans au Sénégal, l'État s'engage entre autres à garantir la facilitation de l'accès au financement, la disponibilité et la sécurisation du foncier. Également, un système d'accompagnement des acquéreurs informels peu bancarisés aux revenus irréguliers ainsi que les acquéreurs du secteur formel aux revenus faibles devra être mis en place. Vous savez qu'entre le foncier et la fiscalité, les coûts des matériaux de construction, très souvent il y a des difficultés. Ici, est quand même de mettre en place une politique de logements sociaux. Donc je trouve que c'est un excellent plan pour être dans le plafond de ce qu'on peut appeler un logement social. Selon les dispositions de l'État sénégalais, un fonds de l'habitat social sera créé afin de permettre aux acquéreurs de revenus modestes ou informels de bénéficier d'un dispositif de garantie et de bonification des taux d'intérêt. En outre, les femmes et les Sénégalais de la diaspora sont également bien pris en compte dans ce programme de 100 000 logements. Si c'est un bon programme bien encadré, oui, on applaudit, mais il faut quand même surveiller les coûts de construction. Le problème le plus crucial au Sénégal, c'est le foncier. En plus de la fiscalité, peuvent être les barrières pour le programme. L'État sénégalais compte promouvoir une industrie locale de la construction avec la fabrication locale des matériaux. En outre, le programme des 100 000 logements devrait rendre accessibles les logements à toutes les catégories sociales du Sénégal. Le déficit en logement fait état de 350 000 unités de logement en demande non satisfaites au Sénégal, dont 150 000 à Dakar, la capitale.
Au lendemain des pluies diluviennes survenues à Douala ce vendredi, le maire de la commune a rencontré les populations sinistrées. Population qui, dans la nuit de jeudi à vendredi, a subi près de 15 heures de pluie. Une première dans la ville depuis une vingtaine d'années. Thierry Ndassa nous en dit plus. Une pluie qui aura duré plus de 15 heures pour plus de 40 000 mètres cubes d'eau déversés sur la ville de Douala. Une averse d'une rare intensité qui a causé la sortie du fleuve Vouri de son lit sur près de 4 mètres de hauteur. Dans ce quartier au nord de la ville, les populations pointent du doigt le système de drainage des eaux qui, selon eux, n'avait pas encore été achevé. Si la communauté venait drainer bien l'eau, c'est qu'on ne devait même pas avoir l'eau un jour à cause ici là. C'est le problème du drain, ici là. C'est pas le marquage, mais c'est le problème du drain. Ouais, il y a surtout le drain qui n'avait pas été achevé, pendant que l'appareil était tombé en panne. Mais finalement, on a arrêté. Si on aboutissait à ça, c'est que je crois que ça devait être moins grave. Des ponts emportés par les eaux, des habitations détruites. Certains de ces sinistrés ont dû passer la nuit à la Belle Étoile. Roger Mbassadine, le maire de la ville de Douala et ses collaborateurs sont venus constater les dégâts dans la journée du 22 août. Les habitations anarchiques, dont les zones dites à risque, font selon lui partie des principales causes d'inondation. Celui qui aujourd'hui est à la tête de la communauté urbaine de Douala compte y mettre un terme. Nous, on va envoyer des équipes pour arrêter les travaux. Il ne faut pas laisser les gens construire le drain parce que c'est ça une des causes des inondations. Pour certains riverains, cela faisait près de 20 ans qu'ils n'avaient pas vu une pluie d'une telle intensité. Le gouverneur de la région du littoral, lors d'un point de presse, a appelé à la solidarité des populations face à ce sinistre. Ces inondations interviennent alors que la ville de Douala connaît déjà une montée de cas liés au choléra. Dans l'actualité également, au Togo, le gouvernement vient en aide aux petites et moyennes entreprises. Essuyant de lourdes pertes financières dues au Covid-19, les PME du pays vont bénéficier d'une ligne de crédit de 20 milliards de francs CFA. Un décaissement du secrétariat d'État chargé de l'inclusion financière et du secteur informel qui s'inscrit dans le cadre de la riposte au coronavirus annoncée par le gouvernement. Une ligne de financement qui permettra aux entreprises de bénéficier de crédits jusqu'à un montant de 10 millions de francs CFA et un taux bonifié de 5%. Prenons à présent la direction du Bénin où Michel Rolande Deguenon s'est approprié le canvas et l'associé à la fabrication de sacs et de chaussures. Communicatrice de formation, Michel Rolande Deguenon transmet également sa passion au sein de son école, l'école de stylisme et de design et accessoires de mode. Découverte dans ce sujet de notre correspondant au Bénin, Lefti Ounou. Accessoiriste de mode, Michel Deguenon s'est consacré à ce secteur suite à une formation en accessoires de mode après l'obtention d'une licence en communication et marketing. Outillée, elle a décidé de partager et renforcer ses capacités à travers une tournée de formation ponctuelle au Burkina Faso. Elle a initié 150 apprenants au métier d'accessoiriste de mode. En 2018, elle crée l'école de stylisme, de design et accessoires de mode ESDAM au Bénin. En 2020, Michel Deguenon produit des accessoires de mode, notamment des sacs et des chaussures en canvas. Des chaussures faites de semelles gommantes, de canvas et raffia améliorées. D'habitude, on n'a pas la chance d'avoir forcément les ballerines en canvas ou bien les tapettes en canvas. Suite à cela, je me suis dit, pourquoi ne pas annoncer des tapettes en canvas? Des talons aussi, vous aurez la chance de voir aussi des talons en canvas, des mocassins pour hommes aussi en canvas. Et la deuxième particularité, c'est que j'associe le pain canvas, les perles pour faire aussi des boucles d'oreilles. La marque MD porte le nom et prénom de l'accessoiriste de mode. Il s'agit d'une série de créations d'accessoires et de vêtements constitués de canvas et de pain occidentaux pour une diversité culturelle. Les sacs à main femmes sont conçus dans l'atelier de la marque. Michel Deguenon a écoulé plus d'une centaine de sacs grâce à la vente en ligne en cette période pandémique de Covid-19. Avec ESDAM, c'est déjà fait partie des 5 meilleurs centres de formation au Bénin. Avec la marque, c'est de devenir la marque la plus aimée au plan national et au plan international, la marque la plus convoitée. Par des méthodes pédagogiques et innovantes, Michel Deguenon entend offrir des formations de qualité dans les métiers de la mode à travers ESDAM.
C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa Matin.